Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 189 du podcast Jean Actu. Oui, un petit hello un peu plus timide que d'habitude parce qu'on a de nouveaux voisins et on les appréhende petit à petit, on leur souhaite bonjour. On est dans notre studio avec notre nouvelle table en place et c'est beau, on va mettre des photos sur Twitter parce que c'est la première fois qu'on a la table bien en place comme ça et vous nous l'avez dit, ça résonne un petit peu encore parce que oui, c'est vide, on va mettre des goodies, on va décorer, on va mettre des trucs. Et Camille, tu peux rouvrir la porte pour que le son circule. Tu m'as dit tout à l'heure, comme ça, le son ne réverbère pas. Et là, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans l'épisode numéro 189 du podcast Jean Actu. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver. À ma gauche, et ils sont tous à ma gauche maintenant avec notre nouvelle table. Grégory Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Raphaël Masmejean est là aussi. Salut à tous. Et Camille Saraben est aux manettes. Salut Camille. Salut. Et ça change, c'est que Camille, alors deux trucs. Camille, on le voit maintenant, parce qu'avant il était dos à nous quand on enregistrait. Maintenant, il est face à nous. Et Camille a donc un micro. Ça devrait marcher, ouais. Voilà, comme ça vous avez un micro. C'est donc à ça qu'il ressemble. C'est ça. Le mec vient depuis un an, il l'avait jamais vu. À chaque fois, il rentrait, Camille. Je pensais qu'il n'avait qu'un dos. Donc, le podcast Jean Actu du jeudi qui vous est une nouvelle fois présenté par Unibet cette année. Des tours obligatoires pour les paris en ligne sur la NFL. Deuxième année de suite, on les remercie évidemment de nous soutenir. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a un lien sur la page d'accueil du site, sur toutes les pages du site d'ailleurs. Dans la colonne de droite, vous avez un lien Unibet. Ils sont dans le menu également. Donc, vous pouvez évidemment aller vous inscrire. Et on va donner des cotes au programme comme tous les jeudis. Les affiches qui sentent bon le début de la saison, les 3 meilleures affiches qu'on va explorer en détail, les pronostics ensuite où on va dire évidemment un mot sur chaque match, et puis donc les meilleures cotes et le retour des cotes YOLO, messieurs. Top right on 3, 1, 2, 3, top right! It's a business trip. When we doing business trips, we do work. On est donc de retour pour le jeudi et la première saison de la saison régulière, la première semaine de la saison régulière. Et là, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin, je vous l'ai dit. En tout cas, on est content et c'est donc reparti pour la semaine 1, messieurs. La première affiche qui a attiré notre attention, c'est Packers-Seahawks. Opposition de style total entre deux ténors de la NFC. Attaque aérienne des Packers, grosse défense des Seahawks, jeu au sol des Seahawks, pass rush incertain pour Green Bay. La grosse actu d'abord, c'est l'arrivée de Sheldon Richardson à Seattle. Quelle défense? Sheldon Richardson, Cliff Avril, Michael Bennett, Earl Thomas, Richard Sherman derrière, Bobby Wagner entre les deux, et tout ça sans compter Frank Clark, qui est quand même le mec dont on parle pas, mais qui a quand même réussi 10 sacs la saison dernière. Donc c'est plutôt pas mal, même pour Aaron Rodgers, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait beaucoup de choses à gérer, d'autant plus qu'Aaron Rodgers a priori vu sa ligne offensive s'affaiblir au cours de l'intersaison avec la perte notamment de T.J. Lang. Après, son remplaçant peut améliorer, hein, mais sur le papier en tout cas, avant même ce premier match, sa ligne offensive a diminué en potentiel, alors que du côté de Seattle, on a très bien joué le coup, on a fait venir Richardson a priori peut-être même que pour un an, mais c'est pas grave. Pendant un an, on se renforce, ils vont chercher leur objectif qui est à mon avis d'aller tuer les quarterbacks adverses avant que Russell Wilson ne se fasse écraser. Comme ça, bon, si t'arrives à blé. Donc ça va être une des clés, clairement. On a beaucoup parlé des Ravens, Grégory, voilà, l'un ou l'autre. Grégory, donc on a beaucoup parlé des Ravens pendant l'intersaison, mais là sur le papier, ça paraît même encore plus énorme maintenant. Oui, c'est sûr. Alors, le fait que Sheldon Richardson arrive quand même sur le tard du côté de Seattle, je ne sais pas s'il va pas lui falloir une petite semaine de mise en condition, peut-être d'automatisme avec ses coéquipiers, ou en tout cas d'appréhension du système défensif dans lequel il va évoluer. Mais je rejoins Raphaël, c'est clair qu'au niveau de cette ligne offensive et surtout de cette ligne intérieure des Packers, va falloir s'en méfier. Ça va nous donner un match-up absolument fabuleux à suivre. Et puis globalement, ça renforce un front seven qui sera à surveiller pour tenter de contrer le jeu au sol de Green Bay. On sait que c'était aussi le grand problème des Packers l'année dernière, de mettre sans doute trop de pression sur Aaron Rodgers. Jamal Williams est arrivé, Ty Montgomery est toujours titulaire sur ce poste-là, et c'est clair que si le jeu au sol est bien contenu, il va falloir qu'Aaron Rodgers sorte
comme l'année dernière, des grosses prestations pour faire avancer Green Bay. Ouais, c'était un peu ma question, Raphaël, aussi. S'ils peuvent pas courir, ils sont morts, en gros, les Packers. Oui et non, l'an dernier, par moments, ils ont eu du mal à courir et ça les a pas empêchés de gagner. Après, effectivement, face à cette équipe des Seahawks, va falloir, ça ne peut que aider d'installer un peu le jeu au sol. Maintenant, ils peuvent aussi essayer de faire la différence de leur côté en défense face à l'attaque des Seahawks, où la ligne offensive reste une inquiétude, quoi qu'il en soit, pour Russell Wilson. L'an dernier, les Seahawks lancent que 23 touchdowns à la passe, c'est quand même très peu. Donc il y a aussi une attente d'amélioration du côté de Seattle à ce niveau-là, et Green Bay peut peut-être prouver que la défense revient un peu à son niveau en bloquant justement l'attaque des Seahawks. Juste pour terminer, une petite parenthèse sur l'attaque des Packers contre la défense de Seattle. Tu citais les noms qui sont très savoureux sur le papier au niveau de la défense des Seahawks. Faut pas oublier que Richard Sherman est un peu seul au niveau du poste de cornerback. On ne sait pas dans quel état Earl Thomas va revenir. Donc voilà, c'est aussi des risques. Il y a vraiment intérêt que le front seven fonctionne très très bien. Pour l'attaque de Seattle, je rejoins 100% Raphaël, surtout qu'apparemment Thomas Rawls c'est incertain, je crois, sur ce match-là. Donc ils ont recruté Eddie Lacy dans le backfield offensif. C'est ça. Avec quel poids de forme s'il a un poids de forme. Juste pour revenir sur la ligne des Seahawks, quand même, 40 sacs l'an dernier pour les Packers. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à attaquer cette ligne offensive des Seattle? Parce que les Packers, c'était pas réputé pour leur pass rush, mais donc paradoxalement, ils ont 40 sacs l'an dernier. C'est le 6e total de la ligue. Nick Perry était à 11. L'inconnu, c'est que Julius Peppers était à 7,5. C'était la deuxième force et Matthews était à 5. Donc, ils ont quand même perdu leur deuxième saqueur. Mais il y a peut-être un coup à jouer. Dom Capper, c'est plutôt agressif en général, non? Au niveau je sais pas, je le voyais plutôt comme un cordeau à l'ancienne, mais il peut être agressif de temps en temps. À l'époque, il blitzait un peu. Mais alors, c'est sûr que c'était peut-être un petit peu trompeur l'année dernière, parce que c'est sûr qu'on voyait pas de menace principale du côté de Green Bay, même si tu le disais si bien, Nick Perry a fait ses preuves. Maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu dilué ici et là. Faut pas oublier que Jaron Elliott, par exemple, qui apportait un peu de rotation, est parti du côté de Dallas pendant l'intersaison. Donc, il va falloir qu'il y ait d'autres personnes derrière qui puissent prendre le relais. Je sais plus qui est arrivé en outside linebacker, ça me revient plus là tout de suite, mais c'est pas très important. Mais c'est surtout quand on voit la ligne des Seahawks, on se dit que agressivité ou pas, de toute façon, il y a moyen de faire quelque chose pour la défense adverse, parce que c'est Fant, c'est ça, George Fant, le left tackle qui s'est blessé en pré-saison. C'est lui le joker maintenant. Ouais. Je suis même pas. Enfin, voilà. En gros, ils font jouer Jokel, garde, tackle, Jermaine Ifedi également qui peut éventuellement dépanner. Ils ont déplacé un petit peu tout le monde sur la ligne offensive et c'est ce qui me fait très peur pour cette équipe de Seattle parce qu'il n'y a pas besoin d'un énorme pass rush. C'est rarement un bon signe. Ça se joue alors du coup force contre force, attaque des Packers contre défense de Seattle ou faiblesse contre faiblesse entre guillemets. Attaque de Seattle. Je suis très dur quand je dis faiblesse pour l'attaque de Seattle parce qu'il y a quand même des bons roleplay. Il y a quand même Russell Wilson, il y a quelques receveurs, il y a Jimmy Graham. C'est pas. Non. Ça reste. Je suis d'accord avec toi. Ça reste quand même une attaque correcte sur le papier, mais l'an dernier, c'était pas non plus une attaque correcte parce que la production était vraiment pas attendue. Donc, par exemple, ma question, c'est ça. Donc, la défense des Packers, par exemple, peut faire la différence en éteignant complètement cette attaque des Seattle. Ouais, complètement. Je pense que c'est un peu la défense des Packers qui est vraiment le facteur X de ce match. D'autant plus qu'ils vont retrouver. Ils ont vraiment fini la saison dernière dans le dur total cette défense. Ils retrouvent Devon House en cornerback qui peut ramener un peu d'agressivité. Burnett avait fini la saison blessé, il revient. Je pense qu'ils peuvent être à un niveau un peu meilleur que la dernière image qu'on a d'eux, c'est de se faire laminer par les Falcons. Et je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux et du coup poser vraiment des soucis aux Seahawks. Pronostic. Green Bay pour moi. Ouais, je vais partir sur Green Bay, mais... Je veux dire Seattle. D'abord parce que maintenant que Camille est face à nous et qu'il nous regarde, ça m'intimide. Surtout avec la barbe de berger des Landes qu'il a laissé pousser pendant les vacances. Berger dans les Landes. Non, tu trouves pas qu'il a un petit côté ouais, je le vois bien faire du fromage là, tu vois. Je te vois bien ramener les boutons avec un bâton et non, là tu vois en termes radio, je donne à voir parce que l'auditeur ne voit pas Camille, il faut lui donner à voir. Donc prono de Packers et un Seahawks alors. Ouais. Allez, Cowboys Giants, c'est notre deuxième match rivalité de la NFCS sur fond d'affaires judiciaires.
Je devrais prendre le générique de New York Police Judiciaire. Ah, il y aurait de quoi faire dans cette ligue. Mais c'est ça. Et pourtant, c'est à Dallas qu'il y a des problèmes judiciaires. C'est vrai en plus. Ezekiel Elliott est suspendu pour 6 matchs, mais pas pour celui-là. C'est une nouveauté de la NFL. Il sera donc là. Ça change évidemment beaucoup de choses. Est-ce que les Giants sont quand même favoris de ce match? Parce que j'ai envie de vous dire que sur le papier, ils ont la meilleure équipe. C'est pas évident. Je suis pas certain qu'il soit favori quand même de ce match. Alors, je te donne tout de suite mon argument choc. Vas-y. La saison dernière, Dallas gagnait 149,8 yards en moyenne par match au sol contre les Giants. Ça a donné 101 sur le premier match et 108 sur le deuxième. New York stoppe bien le jeu au sol et matche bien avec cette ligne offensive qui est quand même le gros point fort de Dallas. Les deux matchs, il me semble, se jouent quand même sur très très peu de choses. Hein. C'est pas des écarts monumentaux. 3 points à chaque fois. Voilà. Donc c'est vrai que l'année dernière, cette équipe des Giants était rapidement montée en puissance avec les nombreuses arrivées dont vous avez parlé d'ailleurs lors des previews, les nombreuses arrivées de l'intersaison. Là, il y a une défense qui a été globalement conservée. Alors, il y a une petite énigme, je trouve, sur le poste de defensive tackle, où j'ai encore du mal à identifier clairement le binôme de Damon Harrison. Maintenant, cette équipe des Giants, elle est quand même assez... je sais pas comment dire ça, mais elle peut prendre différentes formes. C'est-à-dire que voilà, les defensive ends peuvent apporter du soutien contre la course. Et du coup, je pense que oui, très clairement, cette équipe des Giants peut mettre à mal, ou en tout cas mettre un peu dans l'entonnoir Ezekiel Elliott, ce qui peut forcer Dak Prescott a justement forcé son jeu et a porté préjudice aux Cowboys. Ouais, c'est ça. Les Giants, l'an dernier, ont gagné leurs 2 matchs contre les Cowboys. Ils ont montré qu'ils avaient vraiment les armes qu'il fallait pour battre Dallas. Une grosse ligne défensive capable d'arrêter la course ou de mettre la pression. Des cornerbacks et safety qui sont capables de tenir assez longtemps les cibles. Et Dak Prescott, l'an dernier, en moyenne, son rating contre les Giants, c'est 55. Sur les 2 matchs. Alors, ça veut pas tout dire comme stat, mais ça prouve qu'il a vraiment du mal contre cette équipe. Et même quand les Giants, dans le deuxième match, avaient laissé Ezekiel Elliott à plus de 100 yards, ils avaient quand même réussi à les battre 10-7. Donc, je pense que défensivement, ils ont les armes. Je te rajoute une petite stat qui va te faire plaisir. Des Bryant contre Janoris Jenkins. En 2 matchs l'an dernier, 2 réceptions, 18 yards. Ouais, parce que Jenkins a fait une saison assez énorme l'an dernier. Moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même un match-up qui est favorable. Et puis pour rejoindre ce que tu... Attends, je te laisse... Juste... T'as vu ça un peu? Attends, il faut, parce que sinon l'ambiance va devenir pourrie toute la saison. Non, alors, juste ce qui est intéressant à souligner concernant le jeu offensif aérien de Dallas, c'est aussi que, et ça a été un constat notamment par le biais de l'intersaison et notamment de la draft, c'est qu'on cherche à jouer de plus en plus petit au niveau de l'attaque de Dallas. Donc essayer d'avoir un jeu un peu plus écarté avec beaucoup de cibles très très mobiles. Et l'avantage qu'ont les Giants, c'est qu'ils ont un backfield défensif qui est extrêmement renforcé. Ils jouent souvent quand même en système nickelback avec notamment Apple, Rogers Cromartie et Jenkins en cornerback. Donc même cette donnée-là, fondamentalement, me fait pas peur pour New York. Les Giants donc peuvent déborder. Est-ce qu'ils peuvent déborder de points Dallas aussi? Parce que du coup en défense de Dallas c'est compliqué. Il y a énormément de pertes dans la ligne arrière pendant l'intersaison. Maurice Claiborne, Barry Church, etc. Ils ont un Odell Beckham qui est incertain. Ça c'est quand même aussi au moment où on enregistre. Odell Beckham est incertain. Il a dit qu'il n'excluait pas de jouer. Il footing, il trottine, il danse aussi. On a vu des vidéos où il danse dans le vestiaire. Donc c'est aussi un des points à prendre en compte. Mais allez, on va partir le pire scénario. Randy Gregory et David Irving sont suspendus sur la ligne aussi pour Dallas. En plus, donc même si on part du scénario où Beckham n'est pas là, avec Brandon Marshall, avec Evan Engram, avec Sterling Shepard, avec bon, le jeu au sol c'est un peu plus incertain, mais il y a Eli Manning. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose à faire? La ligne est quand même correcte face à une ligne défensive qui ne sera pas surarmée. La ligne est correcte, pas loin d'avoir la pire paire de tackle de la... Il faut regarder seulement à gauche alors j'ai l'impression. J'essaie d'être positif. Parce que le côté droit c'est quoi? Côté droit c'est Bobby Hart, DJ Flucker, c'est ça? Ça se bataille en guard entre John Jerry et DJ Flucker, donc voilà. Après le côté gauche, c'est quand même Eric Flowers en left tackle, c'est pas, ça me rassure pas particulièrement. J'essayais de dire qu'ils arrivent à peu près à faire les minima après, parfois. Ça va être aussi clairement le match-up de ce match, c'est qu'on a une attaque des Giants où il y a quand même
des inconnus. Le poste de running back, pour le moment, c'est Paul Perkins. Jusqu'à Pour quand moi, c'est Factory, c'est un peu le poste de running back. Voilà, ça va. Faut qu'il aide Eli Manning. Eli Manning peut pas continuer à porter éternellement cette équipe. Voilà. Il l'apportait plus beaucoup. Oui, par il l'a moment l'an porté dernier. depuis 2 ans. Non, mais je suis d'accord. À mon avis, il est dans un état un peu pire que ce qu'on veut bien voir du côté des fans des Giants. Et de l'autre côté, tu as une défense de Dallas où tu as quand même, entre les suspensions, tu as beaucoup de jeunes. Tu as Taco Charlton, Byron Jones, Jalen Smith. Ouais, c'est ça, S'il Jalen joue Smith. à fond. S'il joue, on a quand même une défense avec beaucoup de jeunes et des joueurs pas forcément transcendants sur la ligne défensive face à une attaque qui a quand même des interrogations. Et si les Giants sont capables d'aller au-delà de leur potentiel de l'an dernier, effectivement, je pense que... Il est en train de me dire que ce sera un vrai match de la NFC Est où il peut se passer absolument n'importe quoi. Et tu veux la preuve qu'on va se régaler sur ce match-là? Dis-moi. C'est qu'on on aura Taco et de l'autre côté, il y a Snacks. Ah oui, Taco contre Snacks, c'est vrai. Les lignes défensives ont des bons. C'est quoi son vrai prénom à Taco Charlton? Ça peut pas être son vrai prénom, non? Ah, je l'avais vu, c'était Vontavius, je sais plus. Il faudra que je le retrouve. Je l'avais donné lors de la review draft, mais D'accord, ça me revient plus tout de suite. on est Je vais te retrouver ça tout de suite. On est d'accord, personne ne s'appelle Taco Charlton. Non. Ouais, bon, d'accord. Voilà, non, mais alors on vous dit, on peut le préciser aussi, hein, on inclut l'auditeur. Là, quand Grégory dit je vais le rechercher pour toi, il recherche vite fait sur son téléphone. Mais une fois qu'on sera en vidéo, on aura des petits ordi à côté de nous et tout ça. Il suffit qu'un certain fournisseur d'accès se donne la peine de venir nous installer Internet. On ne le donnera pas, on ne le nommera pas. Hein. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on va pas enfoncer le clou. Allez, pronostic Dallas Giants. Giants pour moi. J'y vais avec les Giants aussi. Sur un match intra-division comme ça, je pense que ça peut jouer à peu de choses et jouer les Giants. Allez, ça fait 3 Giants, Titans, Raiders. C'est notre opposition AFC parce que pour l'instant, oui, dis-moi. Excuse-moi, Vidante, je vais la retrouver. Je suis Vidante désolé, je vais Charlton. enchaîner en temps et en heure. Oui, Ouais, Taco, c'est plus sympa. Taco, ouais, Et c'est plus sympa à écrire. Parce que Vidante, avec un A, avec un E, comment ça s'écrit? Bon. Allez, Titans Raiders, on passe enfin dans l'AFC. 2 équipes très attendues, beaucoup de hype. Ça hype dans tous les Un sens. peu trop ou pas? Et ben justement. Alors, petit message à Axel Perrichet qui signe notre Power Ranking sur le site. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu hypé sur les Raiders. Ouais. J'ai trouvé Oui, je suis d'accord. un peu hypé pour pas dire enflammade totale. Hein. Vous l'avez vu qu'on n'était pas d'accord. Mais parce qu'on très les a bel mis, ajout des mèmes et des gifs et ça, très, ça, très y a bel pas de ajout. souci. Il faut mettre. Mais ouais, les Raiders en 2. Chacun a son libre arbitre sur le site. Je corrige les papiers, je ne retouche pas, mais ça m'a un peu étonné. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, même dans la rédaction, il y a gros débat. Mais voilà, en tout cas, le papier d'Axel fait débat et on le salue. Donc, l'opposition de l'AFC, pour laquelle les 2 équipes, y a-t-il trop de hype, justement? Ou vous avez le droit de me dire les 2 d'ailleurs. Très franchement, je trouve qu'il y a un peu de hype. Les Titans, très franchement, vont forcément progresser. Vous le disiez, il y a une AFC Sud qui est plus que prenable cette saison. J'attends toujours, et tu évoquais les statistiques de Marcus Mariota en red zone, c'est indéniable, on peut le mettre à son crédit. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut mettre à son débit. Et il y a encore un leadership, je trouve, qui doit encore être affirmé. Sur le fait que c'était un leader parfait sur le site. Là encore, toute la rédaction n'est pas d'accord. Mais Attends, ils ont dit qu'il amenait de l'essence à ses potes quand ils étaient en panne sur le bord de la route. Il a dit qu'il ramassait les trucs des corvées des autres et qu'en plus, il boit pas. Mais Il est bien éduqué. il y a un de ses, j'ai pas remis la décla dans l'article. Il y a un de ses coéquipiers qui disait quand on sort et qu'on boit, il nous juge pas. Et ça, c'est un mec bien. Alors, pour le coup, ça peut être un leader du vestiaire sans être un leader dans ce qu'il montre dans son jeu. C'est peut-être plus dans ce sens-là que je l'entends. Et c'est ça qui me laisse un petit peu circonspect pour Tennessee, outre leur défense que je trouve encore un petit peu en manque de playmaker. Après, je vais peut-être laisser Raphaël enchaîner, mais voilà. Auckland, j'avais déjà dit que j'étais très sceptique sur Marshall Lynch et son dos qui était déjà en vrac il y a 2 ans. Moi, je suis surtout sceptique sur la défense d'Auckland. Ouais, Aussi. le front de Bien sûr, moi Autour de Kalima, qui a quand même pas des masses de choses, quoi. Et Bruce Irvin. Voilà, mais ça fait pas une défense, quoi. Non. Je comprends pas qu'il soit. Et quand on voit le run-stop désastreux qui était celui des Raiders l'année dernière, quand on voit que le poste de defensive tackle est quand même un petit peu fait de bric et de brac, c'est un peu compliqué. Une opposition intéressante. Enfin, ça va beaucoup se jouer au sol d'ailleurs. Hein. Les 2 équipes sont très portées vers le sol. Les Titans c'était 3e l'an dernier au sol. Les Raiders c'était 6e. Les Titans par contre ont la 2e défense contre la course. Donc une des clés pourrait peut-être être là, c'est-à-dire de stopper Marshall Lynch
en l'occurrence d'ailleurs, qui est aussi un énorme point d'interrogation. Il revient après un an de coupure. Donc ça va être aussi un point à surveiller. Si les Titans sont efficaces contre le sol, la pression sur Derek Carr, je vais encore me faire flinguer parce que je l'appelle tout le temps David. Je sais pas pourquoi j'ai son frère en tête tout le temps. Donc oui, c'est David qui aurait aimé s'appeler Derek. probablement. En l'occurrence. Il aurait aimé avoir la même carrière et la même ligne offensive. Mais en tout cas, bon, après il y a des cibles. Il y a quand même du monde. Il y a Cordarrelle Patterson qui pourrait peut-être être, qui est la petite hype de cette intersaison. Sur équipe spéciale uniquement. Ouais. C'est le Jabril Peppers des Raiders, on est d'accord. Ouais, mais il pourrait capter quelques ballons. T'es dur. Non, par contre, juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que le match-up important pour moi, c'est vraiment cette ligne défensive des Titans contre la O-line des Raiders, parce que c'est passé un petit peu incognito, sans parler du lineman des Bills. Mais il y a eu du changement au niveau du poste de tackle, notamment. Menelik Watson est parti à Denver. Donald Penn a manqué une bonne partie de la pré-saison. C'est vrai. Et on se retrouve avec un poste de tackle qui peut être un petit peu incertain, avec notamment des joueurs comme Marshall Newhouse. à droite, T'en as des bons souvenirs. Non, mais dont les Giants ne voulaient même plus. Et quand tu vois l'état de la ligne offensive de Giants, c'est vrai que ça prête à... On a souvent vanté les Raiders ces dernières années pour leur O-line. Je suis pas sûr que cette année soit si positive. Et alors, tu parlais du match-up des lignes, ça va être l'occasion de laisser du temps aux lanceurs de lancer le ballon, parce que on parlait du jeu au sol qui est une force des deux. Elles sont assez symétriques au sens où un gros point d'interrogation, c'est quand même aussi la défense aérienne des deux. L'an dernier, les Raiders, il y avait du bon et du moins bon. Ouais, c'est vrai. Du côté de Tennessee, on a recruté Logan Ryan, Jonathan Cyprien, Adoree Jackson, qui est un jeune joueur drafté. Ryan a fait des trucs corrects aux Patriots, mais il faut savoir s'il peut exporter De ça. façon très irrégulière, c'est un peu ce qui m'inquiète. Donc il y a quand même des interrogations là-dessus. En plus, le jeu aérien en attaque des Titans, c'est une interrogation aussi, puisqu'ils ont fait venir Eric Decker, ils ont un Corey Davis qui est drafté, mais qui a loupé une bonne partie de la préparation. Donc, il n'a même pas joué du tout non, il n'a pas joué en pré-saison. Il s'entraîne depuis très peu de temps. Donc, Ewan Taylor a été intéressant à leur retrouver en revanche. En plus, voilà. Donc il y a plein d'interrogations dans les airs, moi je trouve, sur l'opposition des deux côtés. Et les Titans, je trouve que à la fois l'attaque et la défense dans les airs sont des points d'interrogation. Donc c'est pour ça que je parle de hype aussi. C'est quand même pas du béton des deux côtés, quoi. Oui, il y a des gros points d'interrogation des deux côtés. Et après, alors vrai duel de ligne offensive. Parce que les Titans sont très bons aussi sur la ligne offensive. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est très symétrique. Et après, jeune quarterback, Derek Carr l'an dernier, 28 touchdowns, 6 interceptions. Mariota, 26 touchdowns, 9 interceptions. C'est pas des flambeurs. Non, mais ils se suivent C'est un propre peu, quoi. pour des jeunes joueurs. Ils se suivent un peu. L'année dernière, ils se blessent en même temps. Non, c'est bien. Il y a une certaine symbiose entre ces deux joueurs. J'avais oublié qu'ils se blessaient quasiment en même temps en plus, ouais. En effet, et qu'ils ratent tous les deux la fin de saison. Donc, messieurs, le match de la hype revient à... Raphaël. Allez. Je fais partir sur les Titans à la maison, mais Titans aussi, allez, c'est l'année ou jamais. 3e année de suite. En fait, je les vois bien dominer au sol avec DeMarco Murray et Derek Henry et garder un peu le chrono. Et Eric Decker pour le coup de la gagne à 5 minutes de la fin avec un touchdown en longue distance. Ouais. Alors, autant je suis Je vais regarder chez sceptique. Unibet si je peux pronostiquer ça. Eric Decker pour la gagne à 5 minutes sur un touchdown de longue distance. Je suis sceptique sur le front 7 des Raiders. Autant je trouve que le backfield défensif s'est quand même amélioré. Ouais. Je suis très confiant concernant Gary Conley, leur nouveau cornerback rookie. Et jusqu'à qu'il touche une autre fille. Oui, c'est ça, un sympathique garçon au demeurant. Il n'a pas été innocenté, Il a été innocenté. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, c'est ce qui... Je pense que dans le domaine aérien, Auckland a un avantage et je pense que ça peut être l'un des facteurs décisifs. C'est pour ça que j'irais plutôt vers Auckland. Et aussi par rapport à ce que j'évoquais sur Marcus Mariota tout à l'heure. Allez, 2 Titans et 1 Raiders pour toi. On passe au prono. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! And we're gonna work on 3. 1, 2, 3, work! C'est reparti pour la saison, c'est reparti pour les pronostics. Les scores, messieurs, 0, 0, 0 et 0. Alors, je donne les scores pour 4 personnes maintenant.
parce que on peut le dire quand même, c'est un quatuor. Maintenant, cette émission, ça va tourner toute l'année. On a 2 émissions par semaine. On va avoir le live du dimanche. Donc, Grégory, bienvenue officiellement quand même parmi les membres de cette équipe. Voilà. Merci. Donc, Mais je pense que pour les pronos, vous allez vite le regretter. Je pense que vous allez vite dire, on était bien à 3 finalement. genre, tu penses que tu vas nous ridiculiser, quoi. Ah non, je pense pas, j'en suis sûr. Ah ouais, le petit nouveau qui arrive comme ça là. Ah, le gars est dans le trash talk direct, quoi. Et dire que tu vois. J'ai été formé par Sherman pour l'intersaison, les gars. Et dire que tu vois, tout à l'heure, quand t'as demandé le digicode, on s'est retenu de répondre 2803. Non, mais c'est bien, il va mener toute l'année. Il va. Et Raphaël, en plus, a dit si le digicode était 2803, il pourrait jamais rentrer. Allez, messieurs, on va donc passer au pronostic. On va dire un mot très rapidement sur le Patriots Chiefs. Il est dans quelques heures, hein, on enregistre, donc si vous nous écoutez vendredi, il est déjà passé. Et donc ça va être le moment de nous ridiculiser. Jeudi à vendredi, 2h30 du matin, Patriots Chiefs, le match d'ouverture. Est-ce que les Chiefs peuvent suivre le rythme ou est-ce que la blessure de Julian Edelman a complètement enterré tous les espoirs de New England et qu'ils ne vont pas gagner un seul match? Cette dramaturgie impressionnante. Ouais, c'est Mais dur. moi, à chaque fois que les gens m'ont demandé est-ce que Edelman c'est grave, je leur ai répondu ils ont gagné le Super Bowl sans Gronk. Ouais, non, mais bien sûr. Même si je pense qu'Edelman est plus important dans le système que Gronk. Mais, on disait la même chose quand Welker est parti et Edelman l'a fait oublier. Ouais. Tu vois Ouais, mais justement, le petit receveur de poche dans le slot m'a l'air bien plus important pour Tom Brady que Gronkowski. Mais... je pense que Chris oui, Hogan après, je dis prendre pas que ça relais. peut pas. Après, il y a d'autres receveurs, mine de rien, qui l'année dernière n'avaient pas un énorme impact. Mais je pense à un joueur comme Malcolm Mitchell, par exemple, qui sortait du chapeau de temps en temps. Je pense qu'il est capable de prendre un peu plus de responsabilité. Et puis Brandon Cooks amène un petit quelque chose quand même. Hein. Oui, on me dit oui, c'est pas tout à fait le même profil, etc. Mais ça peut servir. Et puis ça peut servir aussi, un mec qui va vite et qui va loin. Hein. À l'époque où il avait Randy Moss, il en a lancé quelques-unes. Tom Brady. On rappelle cette saison-là, 50 touchdowns, dont 23 pour Randy Moss, record NFL pour chacun. Ouais. Donc c'était plutôt pas mal. Fait les Patriots au Super Bowl? Je ne sais plus. Donc, demande à Raphaël. Le match d'ouverture, donc Patriots ou Chiefs, au moment où on parle. Les Chiefs restent quand même globalement une équipe solide qui peut poser certains problèmes aux Patriots. Attention, je les vois pas les Chiefs sont solides, donc les Patriots. Non, mais oui, dans le fond, de toute façon, ça sera ça. Mais bon, ils peuvent, même si la perte de Jeremy McLean en receveur du côté de l'attaque des Chiefs, je vois plus qui réceptionne la balle en dehors de Travis Kelce. Avant Andy Reid, son truc, c'était de pas utiliser ses quoi. Maintenant, c'est qu'il veut plus de receveur. Le mec a des phases dans sa carrière. Le coureur, il en veut plus. Enfin, il se blesse. C'est vrai. Non, donc Patriots. Ouais. Allez, on va pas passer 10 ans sur celui-là. Patriots et Patriots. Dimanche à 19h, c'est parti. Donc le premier dimanche de la saison. Et on vous le dit tout de suite, de 18h à 19h sur Facebook Live, ce sera l'avant-match du podcast TDA. Je sais même pas comment on va appeler ça. Faut qu'on trouve un nom quand même à ce truc-là. Tenez, on va crowdsourcer. On va faire comme les boîtes qui veulent payer personne. Crowdsourçons. Envoie-nous ton idée de nom d'émission pour notre live Facebook de 18h à 19h. Tous les dimanches, on fera un avant-match. On sera sur le canapé. On peut appeler ça le canapé. Voilà. On sera sur le canapé et donc on va tranquillement parler des dernières blessures, des dernières actus, des dernières cotes et de tout ce qu'il faut. Et on prendra évidemment vos questions puisque c'est un Facebook Live. Donc ça, ce sera dimanche à 18h et ensuite dimanche à 19h, il y aura d'abord Bills-Jets, le match que même Rex Ryan ne veut pas regarder alors qu'il a coaché les deux équipes. Jermaine Kearse et Jeremy Carley sont arrivés quand même pour les Jets qui n'avaient pas de cible il y a une semaine ou deux et qui maintenant ont deux mecs quand même qui peuvent faire attraper des ballons. Donc moi je pense qu'ils vont gagner ce match. Et ouais, j'ai pas peur. Je pense que les Jets vont gagner ce match. Ah ouais, quand même. J'attendais le moment où non, je déconne les gars. Non, les Jets vont gagner ce match. L'instinct de revanche de toute cette défense abandonnée par Sheldon Richardson, plus Josh McCown qui peut faire un match contre les Bills, c'est le moment ou jamais. En début de saison, il n'est pas pété. Kearse et Carley, ils vont donner le ballon à Bilal Powell. Matt Forte est un peu revanchard. Je les prends. Ok. Voilà. T'as vu comment il nous a troublés là? Ouais, tu nous as trouvé. Non, mais t'as des arguments, ma foi, somme toute intéressants. Quoique farfelu. Non, moi je partirais quand même plutôt sur les Bills. Je les vois l'an dernier, s'il y avait une qualité, c'était leur ligne offensive plus le jeu au sol. Ils sont capables de maintenir ce niveau-là. Face à des Jets qui, cela dit, défendent pas trop mal contre la course. Hein. Là n'est pas le souci, mais je les vois vraiment tenir le chrono avec le Sean McCoy et finir par s'imposer pas tranquillement, mais finir par s'imposer face à cette équipe de Jets. Donc moi je partirais sur les Bills. Les Bills et
Les Bills également, mais très sincèrement, je trouve qu'on est très très critique sur. Alors, j'ai pas compris tout ce qu'a fait Buffalo parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges, un peu trop de mouvements, je trouve, au sein du vestiaire, mais on est très critique sur les receveurs. Ils ont perdu Sammy Watkins qui n'avait pas non plus un impact monstrueux depuis son arrivée dans la ligue. Ils l'ont remplacé par Jordan Matthews, ils l'ont pas lâché Jordan contre Matthews, rien. qui n'était pas un mauvais receveur, qui pouvait dropper des ballons cruciaux, mais bon, c'était pas Nelson Aguilar non plus. Zay Jones, sur lequel je suis très très confiant. Donc, quand on voit le backfield défensif des Jets, hormis Jamal Adams, Les Bills. j'ai un petit peu peur les Bills. Allez, Redskins Eagles, NFC Est, deuxième épisode. Les Redskins ont chuté un peu, moins de receveurs, défense affaiblie, on en a pas mal parlé. Les Eagles plutôt sur la pente ascendante, ça a entouré Carson Wentz notamment. Qui vous prenez ? J'irais plutôt vers les Redskins quand même. Ah ouais. Parce que les Eagles, je pense, ont fait du bon travail sur le poste de receveur, mais ils peuvent quand même être contrecarrés par l'un des seuls postes que je trouve vraiment blindé au niveau du poste, au niveau de la défense des Redskins, en l'occurrence le poste de cornerback. Derrière, il faudra forcément mettre un peu de pression du côté de Washington, mais je pense qu'ils seront capables de le faire. Et je vois une victoire des Redskins un peu étriquée, mais une victoire quand même. Petite surprise, Raphaël. Non, moi je vais partir sur les Eagles, même si j'attends encore de voir la progression de Carson Wentz. Mais en tout cas, on lui a donné les armes pour. La ligne offensive reste solide. Et c'est la deuxième année de Jim Schwartz en coordinateur défensif. Je pense que leur front seven va vraiment pouvoir mettre en difficulté Washington et Kirk Cousins, qui va devoir apprendre à vivre sans DeSean Jackson et Pierre Garçon, ce qui est aussi quand même une intrigue à quelque part. La seule inquiétude côté Eagles que j'ai, ça reste quand même leur cornerback que je trouve plutôt faible, même s'ils ont récupéré Ronald Darby sur la fin et que ça peut les aider clairement à passer un palier. Je reste un peu sceptique sur leur backfield défensif, mais là, sur le premier match, je vais aller sur. Faut pas oublier que Terrell Pryor est arrivé à montrer de bonnes choses en pré-saison. Hein. Et il y a toujours Jamison Crowder. Hein. Oui, Crowder, il y a Jordan Reed en tight end. R. Kelly au running back. C'était pour le placer. Allez, Fly Eagles Fly pour moi aussi. Donc on a 2 Eagles et un Redskins. En tout cas, c'est là que je commence à faire la différence. Tu te détaches dans un sens ou dans l'autre dès la première semaine. Titans Raiders, on avait dit Titans pour moi, Titans pour Raphaël, c'est ça, et Raiders pour toi. Voilà. Je fais une technique à la Raoul. Je pense que je vais le payer cher. Donc le Dolphins Buccaneers est annulé. On vous le rappelle, il sera déplacé en semaine 11. Le Texans Jaguars, de superbe match de la FC Sud. Tom Savage contre Blake Bortles. Messieurs, 2 grosses défenses, 2 quarterbacks pourris. 3-0, 6-0. Défense, une sur le papier. Enfin, les Non, ce que je veux dire, c'est que les Jaguars sont une grosse défense sur le papier. Ils n'ont pas encore prouvé, contrairement aux Texans, qui depuis plusieurs années prouvent que c'est quand même une des bonnes défenses de la ligue. Donc, ils ont recruté, on va dire, pour l'instant. Ouais, ce qui n'est pas toujours gage. Ça fait quelques années qu'ils recrutent Jacksonville et que ça marche pas forcément. Donc, après, ils jouent Tom Savage. Ouais, l'an dernier, il jouait Brock Osweiler. L'année d'avant, il jouait. Quel désespoir cette équipe. Ça fait un moment qu'ils jouent des mecs pas terribles au poste de quarterback. Alors, Tom Savage ou Brock Osweiler, qui va gagner ce match? Blake Bortles. Blake Bortles. Je m'en mêle les pinceaux dans cette pluie de quarterback lamentable. Tom Savage pour moi, allez, Texan. Ouais, Tom Savage et Houston pour moi également. Je pense que si Jacksonville arrive à progresser, ça se fera pas tout de suite. Lions Cardinals, 2 équipes intéressantes. Les Cardinals ont plus de monde quand même sur le papier. J'ai l'impression que les deux vont être difficiles à pronostiquer cette saison, que ce soit Lions ou Cardinals. Ça va être très incertain d'une semaine sur l'autre. Il y a des joueurs un peu fragiles en plus du côté d'Arizona, avec Carson Palmer qui monte en âge, Larry Fitzgerald qui monte en âge mais qui est solide, Tyrann Mathieu qui est fragile, même s'il a très bien joué en pré-saison. Si tu veux des joueurs fragiles, regarde la défense de Détroit aussi. Je pense que c'est pas triste. Il y a du monde aussi. Et il y a Matt Stafford, l'homme le plus riche de l'histoire de la NFL. En tout cas, celui qui a le plus gros contrat maintenant. Il n'est pas le plus riche en cumulé. C'est Eli, c'est ça? On est d'accord. C'est Eli Manning. Donc, Lions ou Cardinals? Moi, je vais dire les Lions à domicile pour commencer l'année. Allez, hop. Ouais, franchement, ce sera très très serré. J'y vais quand même avec les Lions. Genre prolongation. Allez, YOLO. Raphaël. Je vais partir sur les Cardinals. Ils ont amélioré leur gros point faible de l'an dernier, qui était l'équipe spéciale. Ça peut peut-être cette année un peu plus tomber dans leur faveur. La ligne aussi, je suis pas totalement rassuré. Hein. Ouais, après le pass rush de Détroit cette année m'intrigue pas plus que. Bears Falcons, c'est plutôt blindé au niveau de l'effectif pour Atlanta. On vous invite à réécouter les émissions de preview de la saison aussi pour avoir plus de détails sur les équipes. Là, on va pas revenir en détail sur tout ce qu'on a dit. C'est vraiment que Raoul a dit qu'il n'y avait pas de pass rush à Atlanta. Ouais. Je te retrouverai, Raoul.
Donc du coup, là ça me paraît un prono facile, Atlanta pour tout le monde. A priori, c'est Mike Glennon enfin, je sais pas si j'allais le dire, Mike mais Glennon, c'est titulaire. qui sera le titulaire pour les Bears. Ouais, quand même, Atlanta, me semble. Même s'ils ont fait une pré-saison bien pourrie, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, Quand même. non, pareil, Falcons, à partir du moment où en attaque, ils arrivent à garder le rythme de l'an dernier, les Bears ne peuvent pas répondre. Enfin, il n'y a plus aucun receveur. Je vois pas comment ils peuvent suivre ce rythme. Donc, Deux belles énigmes ensuite, Bengals, Ravens, Joe Flacco, mais dans quel état? Grosse défense à Baltimore, un peu plus d'armes en attaque du côté de Cincinnati avec AJ Green, Joe Mixon, le rookie, il y a un quand gros même comité de il y a un coureurs. gros comité, Bernard, Hill et Alors, Mixon. ils ont perdu sur la ligne offensive, clairement. Ouais. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a pas mal d'inconnus, mais c'est une opposition intéressante qui pourrait donner une tendance, un peu d'ailleurs pour les deux équipes. Tu le disais, c'est une grosse énigme cette équipe de Cincinnati et plus globalement la ligne offensive. Et quand on sait que le point fort de Baltimore, à mon sens, ce sera la défense, ça peut être une longue après-midi Après, pour y a Andy Dalton. Pas grand chose en attaque pour c'est Baltimore, un peu donc le ça peut s'équilibrer. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure en fait, c'est point fort contre point fort. Et bon, hormis la ligne offensive Moi, je vais dire Cincinnati, tu vois. Je crois que je les ai donnés en playoff en plus dans des émissions preview. Donc je vais dire Cincinnati. Je les vois bien donner le ton. J'y vais avec Cincinnati également, mais c'est vraiment juste parce que le niveau de l'attaque des Ravens m'inquiète un peu. Je vois qu'il y a James Harden qui me regarde en souriant derrière les platines. Mais non, c'est Matt Patricia. Tu vois, voilà, pour visualiser Camille, regardez Matt Patricia. Vous retirez le crayon, c'est Camille. Moi, je vais partir aller sur les Ravens plutôt, mais. Tu paries toujours sur les Ravens. Tu crois en eux depuis 5 ans. Non, non. Ils ont gagné un Super Bowl quand même depuis qu'on fait le ouais, podcast. tu vois, quand même. Donc il y a un moment où j'ai eu raison, mais. Tu nous as dit, Grégory? Cincinnati, pardon. Browns Steelers, on reste dans la FC Nord. De Sean Kaiser pour commencer. Peut-être pas de Myles Garrett qui s'est blessé à la cheville lors de l'entraînement de jeudi. Il y a une vraie curiosité pour les Browns. Après, au niveau de l'effectif, c'est quand même très supérieur pour les Steelers. Le'Veon Bell est de retour. Je suppose qu'on met tous Pittsburgh. On met tous Pittsburgh. Ça reste encore. Il y a eu tellement de changements que ça va mettre du temps également à se mettre en place. Ça va être intéressant de voir comment ils se battent quand même. Dimanche 22h05, Rams Colts. Jared Goff est-il le meilleur quarterback sur le terrain cette semaine? Pour une fois dans un match des Rams? Ce sera Jacoby Brissett pour Indianapolis? Scott Tolzien pour l'instant. Du coup, je mets les Rams, c'est sûr. Scott Tolzien et par contre Aaron Donald n'est toujours pas là au moment où on enregistre. À mon avis, il sera pas sur le terrain dimanche. Je crois que c'est officiel. J'ai aimé la déclaration de Sean McVay 4 jours avant le match. Je n'exclus pas sa présence. Genre, j'imagine le mec qui arrive en tenue, tu sais, dans sa voiture, qui sort sur le parking et qui rentre directement dans le tunnel et qui rentre. Genre, ça ferait une belle entrée. Mais... Salut les gars, j'ai fait ma grève jusqu'au dernier moment. Qui s'appellera Hold Out. Faudra le prévenir par contre que ça a changé de. Faudra prévenir Aaron Donald que son équipe a changé de système défensif entre temps parce que comme il n'est pas venu au camp d'entraînement, il a peut-être loupé la transition. Bon, en tout cas, je veux Kevin Costner pour Hold Out. On parle de défense des Rams qui peuvent poser problème. Moi, je suis presque terrorisé par cette défense des Colts. Hein. Parce que déjà qu'il n'y avait pas grand-chose, ils ont perdu Vontae Davis, alors là, c'est panique à bord. Hein. J'ai physiquement peur. Non, ils ont Jonathan Hankins qui est arrivé, mais alors, en termes de playmaker, il faut les chercher. Hein. Non, je suis d'accord. Bah, en termes de ligne, parce que tu parlais de ligne qui bouge tout à l'heure, je sais plus pour quelle équipe on parlait. Eux, ils changent tout encore une semaine avant. Et pareil, on parlait de coach qui a du culot, mais quand Chuck Pagano dit j'ai jamais été aussi rassuré par ma ligne depuis que je suis arrivé. Bon, après, il en a eu des tellement horribles. Je peux presque penser que c'est pas loin d'être la meilleure ligne offensive depuis que lui coach les Colts. Hein. C'est pas. Je pense que ça a été mal traduit parce que sur sa ligne offensive, il y a un joueur qui s'appelle Good. Je pense que ça a été mal traduit. Ça doit être ça, hein, parce que je cherchais une image, mais j'en trouve pas. Mais tu vois, c'est le mec qui a rien eu et qui a un petit truc alors et qui dit ah ouais non c'est génial. De toute façon, il y a Andrew Luck et Vontae Davis, les deux joueurs seront pas là, donc et en plus Ryan Kelly leur centre, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Même des Rams qui sont pas hyper chauds, je pense qu'ils peuvent le gagner. Donc beaucoup de temps pour un match qui n'en vaut pas le coup. Rams pour tout le monde alors. Ouais, Rams. Allez. Dimanche 22h25, Packers Seahawks. Donc on l'a dit, Packers pour moi. Ouais. Pour vous deux et Seahawks pour moi. 49ers Panthers, c'est toujours dimanche à 22h25. Est-ce que Ketchan peut nous faire un miracle? Genre premier match comme ça, Brian Hoyer inarrêtable, en feu.
Ce sera un vrai magicien. Déjà, cette phrase, elle est incroyable. Hein. Brian Hoyer en feu. Puis le problème, c'est qu'il a quand même affronté une défense qui, sur le papier, a eu un trou d'air l'an dernier, mais qui, normalement, doit se remobiliser. Le front pense que seven Brian des Hoyer Panthers, fait quand même, doit pouvoir... Je pense que Brian Hoyer fait partie des rares quarterbacks qui ont plus de chances de prendre physiquement feu que au sens figuré, en fait. Je pense aussi, ouais. Donc, Non, mais oui, il y a une grosse défense. Il y a Cam Newton qui revient. Alors, opéré de l'épaule, on ne sait pas exactement s'il est à 100% ou pas. Officiellement, il est prêt. Mais oui, sur le papier, les officiellement, Panthers. Kevin Benjamin n'est plus gros. Oui, c'est vrai. Officiellement. Je ne sais pas à partir de quel IMC il est validé, mais en tout cas, il n'est plus gros. Sur Officiellement. les derniers qu'on a constatés, il n'y avait pas de doute. Hein. Il était plus gros que prévu. C'est vrai. Donc, Panthers pour tout le monde. Oui, ça me paraît un peu short quand même du côté des Niners. Dimanche à lundi à 2h30 du matin, donc c'était Cowboys-Giants. Qu'est-ce qu'on avait dit? Moi, j'avais dit Giants. Giants pour tout le monde. Lundi à mardi, 1h10. Alors, il y a 2 matchs dans la nuit de lundi à mardi cette semaine. Vikings-Saints, le premier. Grosse défense contre grosse attaque. Ouais, intéressant quand même. En plus, c'est Adrian Peterson qui rencontre son ancienne équipe. C'est un match, je pense qu'il peut être vraiment plaisant à regarder. Mais les deux équipes sont intrigantes parce que les Vikings, tu te demandes jusqu'où leur défense peut les porter cette année, et les Saints, tu te demandes jusqu'où leur attaque peut les porter cette année. Après, moi, je pense vraiment le tournant, c'est quand même le facteur X, c'est la défense des Saints, à quel point elle a pu progresser par rapport à l'an dernier. Parce que la défense des Vikings, a beau être ce qu'elle est, il y a un moment, elle va prendre 14-15 points de Drew Brees. Le problème, c'est que Seth Bradford, l'an dernier, donnait pas l'assurance d'en mettre 14 ou 15 points. Donc, comment tu oses parler du quarterback qui a le plus gros taux de pourcentage de passes complétées sur une année? C'est vrai qu'on a connu des match-ups plus savoureux que Sam Bradford contre le backfield défensif des Saints. Même s'il y a eu des arrivées, Marshall Lattimore en cornerback. Bon, je pense que les Saints vont prendre le dessus grâce à Drew Brees comme d'habitude. Je vais te faire plaisir, Alain. Mon facteur X. Laquan Treadwell. Il y va avec les Vikings. Laquan Treadwell. Lui et Robert Nkemdichi, c'est alors Nkemdichi, j'y crois pas une seconde, mais Treadwell, c'est mon gars sûr. Mais je l'aime bien. Faut que tu reviennes, Laquan. Tu me manques. Il a fait qu'une saison. C'est pas. Il a encore le temps de se réveiller. C'est vrai. Bon, beau gabarit. En tout cas, il a ça pour lui. Donc Saints pour moi. Raphaël. Allez, les Saints. Et Grégory. Vikings, tu ne peux pas pronostiquer contre les Falcons, une équipe qui est rivale des Falcons. Déjà. Exactement. 4h20 du matin, Broncos-Chargers, c'est-à-dire la nouvelle équipe de Raoul Villeroy contre l'ancienne équipe de Raoul Villeroy, non? Non, il n'a pas choisi. J'ai sa nouvelle équipe, c'est pas Denver. Il n'a pas choisi Dallas. Non. Il va nous le dire un jour. Oui, je peux pas parler à sa place, donc, mais ça va vous choquer. Chargers, messieurs. Les Broncos ont toujours une grosse défense. Par contre, ils ont Trevor Siemian qui est titulaire. Une mauvaise ligne, pas de jeu au sol. Non, mais tout ça pour vous dire que je pense que les Chargers vont gagner. Parce qu'ils ont Joey Bosa et Melvin Ingram qui vont pas se rusher dans la ligne offensive des Chargers t'impressionne? Non, mais ils ont Philip Rivers qui est un meilleur quarterback. Ils ont un meilleur. Mais il y a un petit pass rush quand même à Denver. Ouais. Merci, Shane Ray sera pas là, a priori. Mais non. Il y a quand même quelques cornerbacks du côté de Denver. Ouais, mais il y a des corners aussi du côté. Il y a un corner ou deux du côté de. C'est Hayward, non, qui est plutôt bon du côté des Chargers. Il y en a un peu plus côté Broncos et côté receveur de Los Angeles. T'as Keenan Allen, Mike Williams qui sont sur une jambe tous les deux. Jambe a priori pendant le match. Mais non, Rivers, c'est le genre de mec qui trouve des solutions. Qui peut aussi trouver des solutions dans les bras adverses, attention, je ne dis pas le. Non, alors, très et puis il a la reverse mobile. Le facteur X pour moi, c'est comme souvent depuis 2 ans, CJ Anderson du côté de Denver. Enfin, même le jeu au sol en règle générale, parce que côté. Si c'est lui ton facteur X, ils perdent. On ne sait pas dans quel état il va revenir. Et quand tu regardes le run-stop des Chargers, avec les blessures qu'il y a eu, Perryman et Perry sont tous les deux blessés pendant l'intersaison. Il y a un deuxième rideau défensif du côté des Chargers qui me fait un petit peu peur. Donc il y a intérêt que la ligne défensive fasse le boulot, sinon ça va être une longue journée. J'ai foi en la deuxième équipe de Los Angeles, qui n'intéresse personne de Los Angeles. D'où te vient cet amour pour les Chargers? Je ne comprends pas. Tu as une révélation pour l'intersaison? C'est depuis qu'on a fait le classement des maillots sur le site, je crois. C'est depuis que Raoul ne supporte plus les Chargers, en fait. Alors, messieurs, Broncos pour vous deux? Ouais. Chargers, c'est pas grave, je vais faire la différence. En plus, ça se joue à Denver. Ça se joue à Denver. Oui, ça se joue à Denver. Ouverture de saison à Denver en prime time. Il a l'habitude, Philip Rivers. Bon, et puis du coup, bye week par défaut pour les Buccaneers et les Dolphins. Et toutes nos pensées pour tous les gens qui sont victimes des intempéries, d'ailleurs, en ce moment, que ce soit en Floride ou ailleurs. Parce que malheureusement, c'est très, très compliqué. Donc, on leur souhaite bien du courage et toutes nos pensées. Nous, on va passer aux cotes.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On passe aux meilleurs codes de la semaine. On est de retour avec les meilleurs codes de la semaine. C'est avec notre partenaire Unibet, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a un lien partout sur le site, dans le menu, sur la colonne de droite. N'hésitez Non, pas. je vais te laisser c'est en bas de votre écran. En bas de notre écran, exactement. C'est ça, on fait des répétitions pour quand on sera en vidéo. Il y a des maillots en plus sur la table. Je vais vous dire, on commence à se préparer. On peut ils dire sont que vintage. les paris, ça marche, vu qu'on s'est payé un studio. Exactement. On a fait tout ça avec nos YOLO. On paye le loyer avec les YOLO. Messieurs, donc une cote chacun. Je vous laisse commencer. Allez, Raphaël, est-ce que tu as une cote ? Ouais, moi, du coup, on a parlé tous les trois dessus. Je vais jouer les Giants à Dallas à 2,35 de mémoire. Alors, je te vérifie ça. Ils sont à combien ? À 2,35 en effet. C'est clairement pas la cote la plus fiable et sûre du week-end parce que ça reste un match NFC, ça se joue à Dallas quand même. Il n'y a pas beaucoup de matchs très sûrs cette semaine. Mais bon, surtout première journée, surtout. les déceptions qui arrivent quand tu les attends. Mais bon, 2,35, je pars sur les Giants, allez. 2,35 pour les Giants. Grégory. Alors, c'est pas ce que j'ai pronostiqué, Mais la cote vaut le coup. mais c'est presque un YOLO quand même. Enfin, la cote vaut carrément le coup. C'est presque un YOLO. San Francisco contre Carolina. Oh. Cote de 2,55 parce que je vous trouve bien dithyrambique sur Carolina. Monsieur les joueurs. Ouais, Il est risqué celle-là. Hein. je pense que leur ligne défensive peut malgré tout mettre en difficulté Cameron Newton. Je sens le mec qui va foutre en l'air notre combiné. Et après, en attaque, je regarde le niveau des cornerbacks. Je me dis que Pierre Garçon dans un système de Kyle Shanahan peut éventuellement faire une belle prestation. Je me dis pourquoi pas. Ok, donc ça nous donne les Niners à 2,55. Et moi, je vais vous donner la cote la plus élevée, puisque ce sont les Jets à 3,45. Mais ça va. Ok, donc, Mais non, mais donc c'est moi qui vais c'est moi qui vais flinguer le combiné. Donc. Honnêtement, Bills Jets, c'est nul contre nul, et c'est pile ou face, quoi. Donc à Non, 3,45 contre très nul. Bah, 3,45, je le tente. ouais, non, disons que c'est pas on n'a pas donné les cotes les plus sûres du week-end, quoi. On commence comme ça, on est comme ça, on est des Donc fous. on a déjà fait le YOLO en fait. Je vais te dire, du coup là, avec 5 euros misés, c'est 103 gagnés pour nos 3 cotes. Donc c'est-à-dire les Giants qui battent les Cowboys 2,35, les 49ers qui battent les Panthers 2,55 et les Jets qui battent les Bills 3,45. S'ils passent celui-là, on est pas mal. La cote des Chiefs c'est quand même, je regardais 3,90. Quand on sait que le backfield défensif est pas tout pourri et quand on évoquait notamment la blessure d'Edelman. C'est vrai qu'elle est haute. Bon. Mais comme l'émission sera très écoutée vendredi et qu'ils connaîtront déjà, ça sert à rien au niveau de la cote. Les Bears à 2,85 contre les Falcons, c'est un peu compliqué. Les Browns à 3,40 contre les Steelers, c'est quand même compliqué de passer. Nul contre nul, les Colts sont à 2,50. Oui. Contre les Rams. Et les Jaguars sont à 2,60 contre les Texans. Ouais. Un peu dur, mais pas fou. Après, si vous voulez des cotes un peu moins énormes, mais pas trop basses non plus, les Redskins sont à 1,82 contre les Eagles, ce qui peut se jouer. Les Seahawks sont à 2,15 contre les Packers. Ouais, intéressant ça aussi. Mais en fait, t'as joué que des grosses cotes, parce que Seattle de 15, t'as mis Giants de 35, t'as mis Saints de 15, toutes les plus grosses. t'as mis Chargers de... C'est ça en fait qui t'a orienté. Ah moi non, pour le coup il même s'est pas. fait son petit combiné chez lui. Ah mais alors attends, mais c'est vrai que les Saints sont à 2,15. Ah mais alors attends, on peut faire un petit YOLO où les Saints sont à 2,15, les Chargers sont à 2,15 et on garde ceux qu'on avait déjà, qui étaient déjà quand même pas mal YOLO. Les Seahawks passent contre les Packers et les Colts tapent les Rams. Allez, je me fais un YOLO, il y en a 7. Ok, YOLO à 7 les gars. Ce qui en soi n'est pas improbable parce que tes pronostics de la semaine, tu as souvent autour de 7-10 bons paris sur une semaine. Et donc là, pour que votre moitié de pronostics bons, il faudra que ce soit les Giants qui battent les Cowboys, 2,35, les 49ers qui battent les Panthers, 2,55, les Jets qui battent les Bills, 3,45, donc ça c'est notre truc, les Saints qui battent les Vikings, 2,15, les Chargers qui battent les Broncos, 2,15, les Seahawks qui battent les Packers, 2,15, et les Colts qui battent les Rams, 2,50. Et là, messieurs, pour 5 euros misés, je ne vous donne pas 1000 euros, je ne vous donne pas 2000 euros, je vous donne 2952,84 euros. Ah oui, quand même. Et ouais. Juste une question, est-ce que ça tu peux le faire faire mois de loyer, là. Ça fait quelques mois de loyer. En enlevant les Jets, juste en enlevant les Jets. Alors, celui qui gagne avec ce combiné-là, il est obligé d'envoyer un Tipeee. Moi, je vous le dis tout de suite, les gars. Et alors, si tu enlèves les Jets, ça fait 818. Ouais. C'est les Jets qui font exploser la cote, qui passe de 818 à 2900. Même Unibet n'y croit pas.
Ah bah là, du coup, oui. Là, du coup, mais moi, j'ai... Non, mais t'as raison. 2900, on est bien sur le loyer. Franchement, on est pas mal. On se met bien. Je vais peut-être le jouer. Je vais peut-être le jouer. Tu auras cru en Josh McCown une fois dans ta vie. Ouais. Et là, tout d'un coup, il a plus envie de le jouer. Attends. Hop. Ah, je suis pas connecté sur mon compte. J'ai les codes. Faut que je me connecte sur mon compte, mais je vais le tenter. Comme ça, on est en mode TDA à payer le loyer pendant quelques mois là. On est pas mal. Je joue pour la boîte. Je sais pas comment ça passe dans les comptes, mais mais ça passera. Bon, voilà pour les cotes et pour les YOLO avec Unibet. Encore une fois, on les remercie. Ils nous soutiennent et vous les entendrez et les verrez pendant toute l'année avec nous. On va même faire quelques petits trucs. Il y aura des free bets à gagner de temps en temps, etc. Donc ça va être une très très bonne année. Bon, bah voilà, messieurs, pour cette première émission sur notre nouvelle table en V. Je sais pas si c'est en V, je sais pas comment on dit. Bref, on a une super table de studio. Ah, c'est un L, ouais. C'est un L, ouais. C'est un L un peu ondulé. Bon, on va mettre des photos. Camille, prends-nous en photo, s'il te plaît. Regardez, on va faire du Jones. Regardez, genre, allez-y les gars, il faut qu'on pose comme ça. Je sais pas comment on fait des signes de Jones et tout ça. On va vous dire, la photo que vous voyez sur Twitter, on l'a enregistrée comme ça en même temps qu'on tourne à l'émission. Attention Camille, tu nous dis quand ça a fait clic. Attention, Camille est en train de prendre la photo. Yes, c'est fait, voilà, la photo que vous voyez sur Twitter, sur notre compte, et bah c'est celle qu'on a pris pendant l'émission. Une part d'histoire. Une part d'histoire. Ah tiens, j'ai pas de générique de fin, je ne sais pas ce que je vais mettre pour que YouTube le coupe. Donc, il va falloir taper toutes les chansons libres de droit. Oui, alors c'est ça, c'est notre prochain dévice, c'est trouver beaucoup de chansons libres de droit, parce qu'on va devoir changer tout. Combien de trucs une musique rentre dans le droit, truc commun. Il n'y a pas au bout d'un moment où ça rentre. Ouais, mais c'est genre 100 ans ou un truc comme ça. C'est 70. On va faire du classique. Vous allez voir. C'est 70 ans après la mort de l'auteur. Ou de l'interprète. Que du bac et du Mozart. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était bien, c'est péchu pour du foutu S, c'est pas mal. Oui, non mais c'est ça. Et ne manquez pas notre jingle, les matchs de la semaine sur du Vivaldi. On donnerait des nouvelles. En trouvant les bons extraits, on peut faire quelque chose. Et j'espère qu'on pourrait trouver une voix classique aussi pour le What time is it? Game time. Tu vois, un truc un peu opéra, tu vois. Il y a un truc à faire, il y a un truc. Ouais, non, il y a un truc à faire. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 189 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour la prochaine émission. On vous rappelle donc que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne. N'hésitez pas à y aller en passant par le site, bien sûr, comme ça ils savent que vous venez de chez nous. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. On va recommencer à donner les noms. On va commencer aussi à envoyer les contreparties, puisque maintenant il y a des stickers à un certain nombre de contreparties, des t-shirts encore plus haut et des sweats même pour ceux qui donnent très très haut. Donc on va commencer à envoyer. Vous inquiétez pas, on est vraiment dans l'emménagement et dans tout le bordel, hein, on va le dire quand même. Donc une fois qu'on aura réglé tout ça, qu'on est bien établi, promis, on va régler tout ça et vous l'envoyer. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide aussi, hein, laissez des commentaires et abonnez-vous sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, les trois en même temps d'ailleurs, hein, comme ça vous avez 3 notifs, vous êtes sûr de ne pas louper l'émission. N'hésitez pas à aller acheter des t-shirts dans la boutique, il y a des nouveaux motifs qui arrivent, je salue Romain Terrasse, notre graphiste, il a fait des trucs mortels, je les ai déjà vus, et on va lancer ça, et normalement cette année vous aurez 2 nouveaux motifs dans la boutique toutes les semaines. On va étaler, plutôt que de faire une grosse fournée, on va étaler et on va vous en mettre toute l'année. Voilà messieurs, j'ai trouvé une petite musique que YouTube va me couper, mais c'est pas grave, nous on va l'apprécier. Pour nous suivre, @TDActu sur les réseaux sociaux, /TDActu sur Twitter, sur Facebook, sur partout, @Raphaël_TDA, @Yellow Radiosa, @Camille Saraben, @Alain Mattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Super bon match à vous si vous commencez la saison ce soir, super bon week-end à vous si vous commencez un peu plus tard. On est très heureux de vous retrouver, ça va être une année folle, on va bientôt passer en vidéo, on est dans des nouveaux bureaux, on aura même bientôt la fibre, ça va être génial, on vous remercie beaucoup, on vous fait des gros bisous, bon début de saison NFL à tous, et moi je lance normalement la musique. Camille, dis-moi si tu as ce qu'il te faut. Et ouais, on a cette petite ligne de basse pas trop mal là qui commence, c'est propre ça, hein. Allez, bonne saison à tous, ciao ciao.